Toute ma famille est partie en jet à Santorin pour le mariage de ma sœur. Je suis resté à Boston. Ce soir-là, mon téléphone a explosé, réponds maintenant. C'est une urgence. La police est là. Décroche, Gabriel, ils ont présumé que je viendrais en courant. Comme toutes les autres fois. Mais cette fois, je ne l'ai pas fait. Je m'appelle René Russell et quand ma mère a hurlé au téléphone, ta sœur est en prison à Santorin et il nous faut 40 000 $ d'ici demain matin ou elle ne se mariera pas, j'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. J'étais assise dans mon appartement à Boston. C'était un petit endroit, mais c'était le mien. Les murs étaient d'un gris doux que j'avais peint moi-même. Il y avait une photographie sur la cheminée de ma grand-mère, et Eleanor, la seule personne de ma famille qui m'avait jamais regardé comme si j'étais importante. La pluie de novembre tapait contre la fenêtre, et j'avais une tasse de thé qui avait refroidi il y a 1 heure. Je révisais un dossier client pour mon entreprise de conseil, une soirée de routine du vendredi. Le premier appel est arrivé à 20h15. J'ai vu le nom sur l'écran, mère. Je l'ai laissé sonner. C'était le 5e appel en 20 minutes. Les messages vocaux s'accumulaient déjà, chacun plus frénétique que le précédent. J'avais écouté le premier. La voix de ma mère était aiguë et ténue, tendue à un point de rupture. René, décroche. C'est une urgence. La police est là. Ta sœur et Marcus. C'est un désastre. Je n'avais pas répondu. J'avais simplement posé le téléphone et m'étais dirigé vers la fenêtre, observant les phares des voitures se brouiller sur le trottoir mouillé en dessous. Je pensais à une photographie que j'avais vue sur les réseaux sociaux 3 jours plus tôt. Ma sœur Gabrielle se tenait sur une falaise à Santorin, portant une robe blanche fluide, son fiancé Marcus à ses côtés. Derrière eux se trouvait la caldeira, l'eau bleue, les bâtiments blanchis à la chaux accrochés à la roche. La légende disait « Vivre le rêve ». Sur la photo, mes parents étaient là aussi. Ma mère, Hélène, portait un châle en soie, son bras passé sous celui de mon père. Mon père, Harold, avait ce sourire particulier qu'il réservait aux démonstrations publiques de succès. Ils étaient tous là, trinquant au champagne pendant que j'étais à Boston à mon bureau, en train de travailler. Je n'avais pas été invité. Personne ne l'avait dit directement. C'était le genre d'exclusion qui se gère par le silence et l'implication. Ma mère avait mentionné le mariage des mois plus tôt, sa voix joyeuse et désinvolte. Ce sera une petite chose, juste la famille proche. Tu comprends, René? C'est un mariage à destination et nous devons être pratiques. Je comprenais parfaitement. J'avais toujours compris. J'étais la pratique. Celle qui n'avait pas besoin de grands gestes, celle qui était censée se contenter des restes. J'étais la fille qui avait payé ses propres études universitaires, qui avait bâti une carrière à partir de rien, qui ne leur avait jamais demandé un seul dollar. Gabrielle était celle qui avait besoin du conte de fées. Maintenant, le conte de fées avait implosé. Le téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était un SMS de mon père. Réponds maintenant. C'est une urgence. La police est là. Décroche, René. Je l'ai lu 2 fois. Je pouvais l'imaginer debout dans un couloir blanchi à la chaux. Son visage rouge, sa main tremblante. C'était un homme habitué à avoir le contrôle, et la perte de celui-ci le rendait volatile. Ma mère pleurait probablement, sa voix montant à cette hauteur qu'elle utilisait quand elle essayait de culpabiliser quelqu'un pour qu'il agisse. Gabriel serait quelque part en arrière-plan, probablement ivre, probablement à blâmer tout le monde. J'ai décroché le téléphone. Ma mère a répondu dès la première sonnerie. Enfin, siffla-t-elle. Où étais-tu? Nous appelons depuis des heures. Je travaillais, dis-je. Travailler, cracha-t-elle. Ta sœur est dans une prison grecque. Tu comprends ce que ça veut dire? As-tu la moindre idée de ce que nous traversons? Je n'ai rien dit. J'ai attendu. J'avais appris à attendre. C'était une compétence que j'avais développée au cours de 35 ans en tant que fille négligée. J'ai attendu que la tempête passe, que les exigences viennent, que l'histoire se déroule. Elle se déroulait toujours de la même manière. Ma mère a pris une inspiration et l'histoire est sortie en un flot ininterrompu. Gabriel et Marcus avaient été arrêtés. Il y avait eu une bagarre dans un bar à Oya.
Quelque chose à propos d'un photographe, d'une dispute sur de l'argent, une bousculade qui avait dégénéré. La police locale avait été appelée. Maintenant, Gabriel et Marcus étaient dans une cellule de détention, et le mariage prévu pour lundi était sur le point d'être annulé. Il nous faut 40 000 $, dit ma mère. Pour un avocat, pour une caution, pour que ça disparaisse. Nous n'avons pas ce genre d'argent ici. Tout est bloqué. Nous avons besoin que tu le transfères immédiatement. 40 000 $. C'était un chiffre censé sembler élevé, mais pas impossible. C'était un chiffre qu'ils supposaient que j'avais parce qu'ils avaient toujours supposé que j'avais des ressources. Ils ne savaient pas que l'argent sur mon compte était le résultat de 15 ans d'économie prudente, de renonciation à des vacances, de vie dans de petits appartements, de dire non à des choses que je voulais. Ils ne savaient pas que je venais de faire un acompte sur un espace commercial pour mon entreprise, un petit bureau à Somerville qui représentait le premier véritable investissement dans mon propre avenir. Ils ne le savaient pas parce qu'ils n'avaient jamais demandé. René, la voix de mon père se fit entendre sur la ligne. As-tu entendu ce que ta mère a dit? Ce n'est pas une requête. C'est une crise familiale. Ta sœur a besoin de toi. Où étiez-vous quand j'avais besoin d'elle, demandai-je. Le silence sur la ligne fut immédiat. C'était une question que je n'avais jamais posée auparavant, du moins pas à voix haute. J'y avais pensé 1000 fois de 1000 manières différentes. Quand j'avais 16 ans et que je faisais 2 petits boulots pour acheter mes propres manuels scolaires. Quand j'avais 22 ans et que je sortais de l'université et qu'il s'était envolé pour les Caraïbes avec Gabriel au lieu d'assister à ma cérémonie. Quand j'avais 28 ans et que mon propriétaire avait augmenté mon loyer et que j'avais passé une semaine à me demander si je pouvais me permettre de rester en ville. Où était Gabriel alors? Où étaient mes parents? Qu'est-ce que ça veut dire, dit mon père, sa voix s'endurcissant. Ça veut dire, dis-je, que je ne vous enverrai pas d'argent. Les mots sont sortis de moi avec une clarté que je ne savais pas posséder. Je les avais répétés pendant des années. Dans les heures calmes, dans les moments où j'étais le plus seul, j'avais toujours imaginé que les dire seraient difficiles, que je ressentirais une vague de culpabilité ou de peur. Mais je ne ressentis rien, sauf une profonde et froide certitude. Tu ne peux pas être sérieuse, dit ma mère. C'est ta sœur. Elle est en prison, René. Dans un pays étranger. Tu comprends ce que tu fais? Tu vas la laisser pourrir dans une cellule à cause d'une jalousie mesquine. Ce n'est pas de la jalousie, dis-je. C'est la vérité. Vous m'avez exclu du mariage. Vous m'avez exclu de tout pendant toute ma vie. Et maintenant, quand vous avez besoin de quelque chose, vous vous souvenez que j'existe. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la famille. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. J'ai éteint mon téléphone et je suis resté assise dans l'obscurité pendant longtemps. La pluie avait cessé. L'appartement était silencieux. J'ai regardé la photographie de ma grand-mère et, un instant, j'ai cru voir son sourire. Pour comprendre pourquoi je n'ai pas envoyé cet argent, il faut remonter 20 ans en arrière. Il faut comprendre l'architecture de la famille Russell. La façon dont elle a été construite pour soutenir une personne au détriment de toutes les autres. J'avais 8 ans quand j'ai réalisé pour la première fois que j'étais la fondation et Gabriel le lustre. C'était un samedi de juillet. Nous étions chez nos grands-parents dans les Berkshires. La pelouse descendait vers un lac et il y avait un quai où mon grand-père gardait une petite barque. J'étais assise sur le quai, les pieds dans l'eau, lisant un livre sur la biologie marine. Je voulais être scientifique quand j'étais enfant. J'aimais l'idée de découvrir des choses, de comprendre comment le monde fonctionnait. Gabriel était sur la pelouse, portant une nouvelle robe que notre mère lui avait achetée, tourbillonnant devant un public de proches. Elle avait 4 ans de plus que moi, déjà grande et gracieuse, avec ce genre de cheveux dorés qui captaient la lumière. Ma grand-mère, Eleanor, descendit jusqu'au quai. C'était une femme de peu de mots, mais elle avait une façon de voir les choses qui vous faisait vous sentir vu. Elle s'assit à côté de moi, ses vieux genoux craquants, et elle ne dit rien pendant un moment. Elle regarda juste l'eau. Ta sœur reçoit beaucoup d'attention, dit-elle finalement. Elle en reçoit toujours, dis-je. Je n'étais pas amère. J'énonçais un fait. J'avais appris tôt que Gabrielle était celle qui recevait les nouveaux vêtements, les cours privés, les éloges. J'étais celle qui recevait les vêtements d'occasion, la petite tape silencieuse sur la tête, l'encouragement vague. Cela te dérange-t-il, demanda ma grand-mère.
J'y ai réfléchi. Ça me dérangeait avant, dis-je. Mais maintenant, je pense que c'est juste comme ça. Elle posa sa main sur mon genou. Les choses n'ont pas à rester ainsi, René. Tu construis quelque chose de différent. Tu ne le vois pas encore. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire alors, mais je me souvenais de la sensation de sa main, de sa chaleur. C'était la seule personne de ma famille qui me regardait et voyait autre chose que la silencieuse, celle qui n'avait pas besoin d'autant. Mes parents, Hélène et Harold, s'étaient mariés jeunes. Mon père était chef de projet pour une entreprise de construction, un homme qui croyait à l'ordre et à la hiérarchie. Il aimait que les choses soient à leur juste place. Ma mère était agent immobilier, une femme qui avait bâti sa vie sur les apparences, sur la façon dont les choses paraissaient de l'extérieur. Ils formaient un bon couple dans le sens où deux personnes qui partagent les mêmes angoisses le sont souvent. Ils avaient besoin que Gabrielle soit brillante, belle et réussisse parce que cela reflétait bien sur eux. Ils avaient besoin que je sois stable, fiable et peu exigeante parce que cela rendait tout plus facile. Gabrielle a été diagnostiquée dyslexique à l'âge de 10 ans. Je me souviens de l'annonce à table. Le visage de ma mère était un masque d'inquiétude, mais il y avait autre chose en dessous. Quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Un diagnostic signifiait une étiquette, et une étiquette signifiait une explication. Cela signifiait que les difficultés de Gabrielle à l'école n'étaient pas le reflet de son intelligence, mais d'une condition. Cela signifiait qu'elle pouvait être protégée. J'avais 6 ans. Je ne comprenais pas la dyslexie, mais je compris le changement qui s'opéra après ce dîner. Mes parents commencèrent à passer plus de temps sur les devoirs de Gabrielle, à embaucher des tuteurs, à assister à des réunions à son école. Ils parlaient de son potentiel, de ses dons, des choses qu'elle accomplirait si seulement elle avait le bon soutien. J'ai appris à faire mes devoirs seul. J'ai appris à être silencieuse quand j'obtenais une bonne note parce que ce n'était pas le genre de bonne note qui comptait. J'ai appris à me fondre dans le décor. Quand j'avais 12 ans, j'ai participé à un concours scientifique. C'était un événement régional et j'avais passé des mois sur mon projet. J'avais construit un modèle de système de filtration d'eau, quelque chose qui pourrait être utilisé dans les pays en développement. J'en étais fier. J'ai terminé à la 2e place. Quand j'ai rapporté le certificat à la maison, ma mère l'a regardé et a dit « C'est gentil, René ». Puis elle s'est retournée vers Gabrielle, qui pleurait parce qu'elle n'avait pas obtenu le rôle principal dans la pièce de théâtre de l'école. Quand j'avais 14 ans, j'ai postulé pour un programme d'été dans une université. C'était un programme de bourse pour les étudiants intéressés par l'ingénierie. J'ai été accepté. J'ai montré la lettre à mon père. Il l'a regardé un instant, puis a dit « C'est un long chemin pour un camp d'été. Nous ne pouvons pas nous permettre les frais de voyage. Peut-être l'année prochaine. » Il n'y a pas eu d'année prochaine. Le programme d'été était complet. Je n'ai plus postulé. Quand j'avais 16 ans, j'ai eu mon premier emploi. C'était dans une librairie près de chez nous. Je travaillais après l'école et le week-end, économisant chaque dollar. J'ai acheté mes propres vêtements, mes propres fournitures scolaires, mes propres manuels. J'ai appris que si je ne comptais sur mes parents pour rien, je ne pouvais pas être déçu quand ils ne tenaient pas leurs promesses. Gabrielle, pendant ce temps, s'épanouissait à sa manière. Elle avait découvert le théâtre, et elle y était douée. Elle avait une présence, un magnétisme qui attirait les gens à elle. Mes parents se sont jetés dans son monde, assistant à toutes les représentations, la conduisant aux répétitions, dépensant de l'argent pour les costumes et les cours de chant. Quand elle a été acceptée dans un programme artistique prestigieux à New York, mon père a contracté un prêt. Quand elle a abandonné 2 ans plus tard, ma mère a dit que c'était parce que le programme ne lui convenait pas. J'ai postulé à l'université à 17 ans. Je n'ai pas dit à mes parents. J'ai rempli moi-même les formulaires d'aide financière en utilisant l'adresse de ma grand-mère comme résidence permanente. J'ai écrit des essais sur la résilience et la détermination, sur les choses que j'avais apprises en étant négligé. J'ai été accepté dans une université d'État avec une bourse complète. Le jour où j'ai dit à ma mère, elle m'a regardé avec une expression que je ne pouvais pas lire. « Eh bien, dit-elle, c'est quelque chose. Je suppose que tu iras bien. » J'allais bien. J'allais plus que bien. J'ai obtenu mon diplôme avec mention, un diplôme en commerce et une mineure en informatique.
J'ai trouvé un emploi dans une entreprise technologique à Boston et je suis passé d'un poste de débutant à un rôle de direction en 6 ans. J'ai économisé de l'argent. J'ai investi avec prudence. J'ai créé une entreprise de conseil à côté, aidant les petites entreprises à optimiser leurs opérations. Au moment où j'ai eu 30 ans, j'avais un portefeuille de clients et une réputation d'être la personne qui pouvait arranger les choses. Gabrielle, pendant ce temps, cherchait toujours sa place. Elle était passée d'un emploi à l'autre, d'une relation à l'autre. Elle avait le talent de trouver des gens qui prendraient soin d'elle, mais elle n'avait pas la patience de construire quoi que ce soit pour elle-même. Quand elle a rencontré Marcus, un promoteur immobilier issu d'une famille riche, mes parents ont vu cela comme la réponse à toutes leurs prières. Un mariage à Santorin, un nouveau départ, une chance pour Gabrielle d'être enfin la personne qu'ils avaient toujours cru qu'elle pourrait être. Je n'ai pas été surprise de ne pas être invitée. Je n'ai pas été surprise quand ils m'ont appelé de Grèce pour demander de l'argent. J'ai été surprise, cependant, par ce qui s'est passé après que j'ai raccroché. Le silence après que j'ai raccroché n'était pas la fin. C'était le début de quelque chose que je n'avais pas anticipé. Je pensais que mes parents s'indigneraient, rappelleraient, menaceraient. Je pensais que Gabrielle enverrait une avalanche de messages désespérés, du genre qui commence par la culpabilité et se termine par des insultes. Mais pendant 3 heures, rien ne s'est passé. Le téléphone est resté sur ma table basse, sombre et silencieux, et je suis resté assise en face, à attendre. J'avais coupé la sonnerie, mais je ne pouvais pas m'empêcher de jeter un coup d'œil à l'écran toutes les quelques minutes. Une partie de moi s'attendait à un suivi, à une tactique différente. Mon père était un négociateur par nature. Il n'abandonnerait pas après un rejet. Il se regrouperait, se recalibrerait, et essaierait un nouvel angle. Ma mère pleurerait, utiliserait cette voix qui me faisait redevenir une enfant, celle qui disait « Comment as-tu pu nous faire ça ?» Mais il n'y avait rien. Je me suis couché à 23 heures. Je n'ai pas dormi. Je suis resté allongé dans l'obscurité, écoutant les bruits de la ville, les sirènes lointaines, le vrombissement du trafic. Je pensais à la maison de ma grand-mère dans les Berkshires, à la façon dont la lumière entrait par les fenêtres le matin, à l'odeur du café et du pain grillé. Je pensais à la dernière fois que je l'avais vue, 1 an avant sa mort. Elle était dans une maison de retraite, son esprit toujours vif, mais son corps défaillant. Elle a tenu ma main et a dit « Tu es celle qui brisera le schéma, René ». Je ne savais pas ce qu'elle voulait dire alors. Je pensais qu'elle parlait de succès, de la carrière que je construisais, de la vie que je créais pour moi-même. Mais allongé dans l'obscurité, j'ai réalisé qu'elle parlait d'autre chose. Elle parlait de la façon dont notre famille fonctionnait, de la façon dont elle consommait certaines personnes et en élevait d'autres. Elle parlait du coût d'être l'oublié et du prix de la liberté. J'ai dû m'endormir finalement parce que je me suis réveillé au son de mon téléphone qui vibrait. Il était 7 heures du matin. L'écran était illuminé par une douzaine de messages, tous de numéros inconnus. Je les ai parcourus. Ils venaient de proches, de cousins, de tantes et d'oncles à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Le premier était de ma cousine Laura. « René, qu'est-ce qui se passe? Ta mère dit que tu refuses d'aider Gabrielle. Est-ce vrai ?» Le suivant était de ma tante Patricia. « Ta sœur est dans une situation terrible. J'espère que tu fais ce qu'il faut. » Le suivant était de mon oncle Marc. « La famille s'entraide. René, tu dois te montrer à la hauteur. » Ils avaient été déployés. Mes parents avaient passé la nuit à appeler tous ceux qu'ils connaissaient, à raconter l'histoire, à se faire passer pour des victimes. Ils ne demandaient plus d'aide. Ils l'exigeaient, utilisant le poids de la famille pour me faire pression. C'était une tactique classique, que je les avais vus utiliser auparavant. Quand j'étais enfant, ils avaient utilisé la même tactique pour me faire céder ma chambre à un parent en visite, pour me faire donner mon argent d'anniversaire pour un cadeau pour Gabrielle, pour me faire taire quand j'avais été lésé. Je posais le téléphone. J'allais à la cuisine et préparais du café. Je me tins à la fenêtre, regardant la ville, et je pris une décision. Je n'allais plus être la fondation. Je n'allais plus être celle qu'ils appelaient quand le lustre était sur le point de tomber. À 8 heures, j'ai appelé l'avocat de ma grand-mère. Son nom était Monsieur Harold Finch, et il s'occupait de sa succession depuis avant ma naissance. C'était un petit homme aux cheveux argentés et à la voix qui ressemblait à du papier qui froisse. C'est lui qui m'avait appelé à sa mort,
pour me dire qu'elle m'avait laissé un petit héritage, assez pour couvrir ma première année d'université. C'est lui qui m'avait dit avec une satisfaction tranquille qu'elle n'avait rien laissé à Gabriel. « Monsieur Finch, dis-je. Je dois vous poser une question sur quelque chose que ma grand-mère m'a dit avant de mourir. » Elle a mentionné un document, quelque chose qu'elle avait préparé. Elle a dit que c'était pour quand j'aurais besoin d'être libre. Il y eut un silence sur la ligne. Je pouvais l'entendre respirer. La respiration lente et prudente d'un homme qui avait passé sa vie à garder des secrets. « Votre grand-mère était une femme très sage, dit-il finalement. Elle savait que parfois le plus grand cadeau que l'on puisse faire à quelqu'un n'est pas de l'argent ou des biens. C'est la vérité. » « Quelle vérité ?» demandai-je. « Elle vous a laissé un dossier, dit-il. Il est à mon bureau. Elle m'a demandé de le garder pour vous jusqu'à ce que vous soyez prête. Elle a dit que vous sauriez quand ce moment viendrait. Je pense que c'est le moment, dis-je. Il me dit de venir à son bureau cet après-midi-là. J'ai passé la matinée à nettoyer mon appartement. Une énergie nerveuse que je ne pouvais pas tout à fait contrôler. J'ai frotté les comptoirs de la cuisine, organisé mes bibliothèques, plié du linge déjà plié. J'attendais, j'ai réalisé, la prochaine vague d'appels, la prochaine série d'accusations, mais le téléphone est resté silencieux. Les proches avaient dit leurs mots. Ils avaient fait leur devoir. Ils avaient transmis le message. Ce qui allait se passer ensuite était entre moi et mes parents. Quand je suis arrivé au bureau de Monsieur Finch, il m'attendait. Le bâtiment était une vieille maison en pierre brune sur Bacon Street, le genre d'endroit qui était un cabinet d'avocats depuis 100 ans. Les planchers craquaient. L'air sentait le vieux papier et le cirage au citron. Il me conduisit à une petite pièce à l'arrière où un simple dossier de classement était posé sur une table. « Asseyez-vous, dit-il. Votre grand-mère a été très précise à ce sujet. Elle voulait que vous le lisiez seul. Je serai au bureau de devant quand vous aurez terminé. » Il partit. Je me suis assise sur la chaise, les mains sur les genoux, regardant le dossier. C'était un dossier en manille unie, du genre que l'on achète en vrac. Sur le devant, de la main de ma grand-mère, étaient écrits les mots « Pour René. Quand tu seras prête à voir clairement. » Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait une pile de papiers attachés par une agrafe. La première page était une lettre écrite de la main tremblante de ma grand-mère. Je reconnaissais l'écriture des cartes d'anniversaire qu'elle m'avait envoyées. Celles qui contenaient toujours un peu plus que les cartes qu'elle envoyait à Gabriel. « Ma chère Renée, commençait-elle. Si tu lis ceci, alors le moment est venu. Je suis désolé de ne pas avoir pu te le dire moi-même. J'avais trop peur. J'avais peur que si je te disais la vérité, cela te briserait. Mais tu n'es pas le genre de personne qui se brise. Tu es le genre de personne qui construit. » La lettre continua. Elle racontait une histoire que je n'avais jamais entendue auparavant. Une histoire sur ma mère, sur l'argent, sur une décision qui avait été prise bien avant ma naissance. C'était une histoire qui changerait tout ce que je pensais savoir sur ma famille. Et c'était la clé pour comprendre pourquoi j'avais été traité de la façon dont je l'avais été pendant 35 ans. La lettre manuscrite de ma grand-mère n'était que le début. En dessous, dans le dossier, se trouvaient des documents légaux, des relevés bancaires, des lettres d'avocat. Je les étalai sur la table, mes mains tremblantes, et je commençai à reconstituer l'histoire que ma grand-mère avait eu trop peur de me raconter de son vivant. Cela commença avec la famille de ma mère. Ma grand-mère, Eleanor, venait de l'argent. Pas le genre d'argent qui achète des manoirs et des yachts, mais le genre qui procure une sécurité tranquille, un filet de sécurité. Son père avait été un architecte prospère à Boston, un homme qui avait conçu des bâtiments qui se dressent encore dans le Back Bay. Sa mère avait été une enseignante, une femme qui croyait au pouvoir de l'éducation. À leur mort, ils laissèrent à Eleanor un fonds fiduciaire suffisant pour vivre confortablement, mais pas de manière extravagante. Eleanor avait épousé mon grand-père, un homme gentil qui travaillait comme directeur de lycée, et ils eurent 2 enfants, ma mère, Hélène, et ma tante, Margaret. L'argent des parents d'Eleanor était censé être divisé également entre les 2 filles, mais mon grand-père était mort jeune, et Eleanor avait été laissée seule pour gérer les finances. Elle avait fait de son mieux, investissant prudemment, vivant modestement. Mais quand ma mère épousa mon père, Harold Russell, les choses commencèrent à changer. Mon père était un homme avec des ambitions.
Il voulait plus qu'une petite maison de banlieue. Il voulait la vie qu'il avait vue dans les films, la vie où l'on a une maison d'été, un bateau et une adhésion à un club de campagne. Il voyait l'argent d'Eleanor comme le moyen d'y parvenir. Et ma mère, qui avait toujours voulu lui faire plaisir, le laissa prendre le contrôle. Les documents dans le dossier racontaient comment mon père avait lentement, méthodiquement siphonné de l'argent des comptes d'Eleanor. Cela commença petit. Un prêt pour une entreprise qui ne se concrétisa jamais. Un investissement dans une propriété qui ne fut jamais développée. Au moment de ma naissance, mon père avait drainé plus de la moitié des économies d'Eleanor. Eleanor l'avait su. Elle avait vu cela se produire, impuissante à l'arrêter. Elle avait confronté ma mère une fois, et ma mère avait dit, il essaie de construire quelque chose pour nous, pour la famille. Eleanor avait laissé passer parce qu'elle aimait sa fille et parce qu'elle croyait que la famille était plus importante que l'argent. Mais la trahison ne s'arrêta pas là. Quand j'avais 5 ans, mes parents étaient venus voir Eleanor avec une proposition. Ils voulaient contracter une deuxième hypothèque sur sa maison pour investir dans une affaire que mon père était sûr de les rendre riches. Eleanor avait refusé. Elle avait dit non pour la première fois de sa vie, et mes parents ne lui avaient pas pardonné. Les documents comprenaient une lettre de mon père à Eleanor datée de 3 mois après cette conversation. Elle était tapée, formelle, le langage d'un homme formé au droit. Elle disait qu'Eleanor n'était plus apte à gérer ses propres affaires, qu'elle montrait des signes de confusion et de perte de mémoire, et qu'il demandait la tutelle au tribunal. Je fixai la lettre. Je ne l'avais jamais vue auparavant. Je n'avais jamais entendu parler d'aucune tutelle. Je tournai la page suivante, un document judiciaire, et je vis que la demande avait été rejetée. Il y avait une note en marge écrite de la main de ma grand-mère. Dieu merci pour la juge Morrison. Elle a vu clair en eux. Le dernier document du dossier était un testament, pas le testament que j'avais vu après la mort de ma grand-mère, celui qui m'avait laissé un petit héritage et rien à Gabriel. C'était une version antérieure datée de 1985, avant ma naissance. Dedans, Eleanor avait tout laissé à ses 2 filles à parts égales. Il y avait une note attachée, écrite sur un post-it jaune. Je l'ai changée après la demande de tutelle. Je ne pouvais pas les laisser la voir. Je devais protéger ce qui restait pour toi. Je me suis assise sur ma chaise, la tête qui tournait. L'histoire à laquelle j'avais cru toute ma vie, l'histoire d'une famille qui favorisait simplement une fille par rapport à l'autre, n'était pas toute la vérité. Ce n'était même pas proche de la vérité. Mes parents ne m'avaient pas seulement négligé. Ils avaient volé à ma grand-mère. Ils avaient essayé de lui prendre sa maison, son argent, son indépendance. Et quand elle avait résisté, ils l'avaient coupée. Et ils m'avaient coupé aussi, parce que j'étais un rappel de ce qu'ils avaient fait. J'ai pensé à la façon dont ma grand-mère m'avait regardé, à la façon dont elle m'avait tenu la main, à la façon dont elle m'avait appelé celle qui briserait le schéma. Elle ne parlait pas de succès ou de carrière. Elle parlait d'intégrité. Elle parlait du choix que j'aurais à faire. Le choix entre être comme mes parents et être comme elle. J'ai remis les documents dans le dossier. Je suis sorti de la petite pièce et j'ai trouvé Monsieur Finch dans son bureau, assis derrière un bureau couvert de papier. Il a levé les yeux vers moi et j'ai vu qu'il attendait ce moment depuis longtemps. Je dois passer un coup de téléphone, dis-je. Il hocha la tête. Il y a un téléphone à l'arrière. Utilisez-le aussi longtemps que vous en aurez besoin. Je refermai la porte de la petite pièce. Je m'assis et sortis mon propre téléphone. Je fixai l'écran pendant un long moment. Les messages de mes proches étaient toujours là, un mur de jugement et d'attente. Je les ai ignorés. J'ai trouvé le numéro de l'hôtel de ma mère à Santorin. Je l'ai composé. Le téléphone a sonné 4 fois. Ma mère a répondu. Sa voix était épuisée. René, dit-elle. Dieu merci. Nous avons essayé de te joindre. Je sais, dis-je. J'ai eu les messages. Il y eut une pause. Je pouvais l'entendre respirer, attendre. Je n'envoie pas d'argent, dis-je. Et je ne vais pas expliquer pourquoi. Vous savez pourquoi. Vous l'avez toujours su. De quoi parles-tu, dit-elle. Sa voix était passée de l'épuisement à quelque chose de plus vif. Je parle de grand-mère Eleanor, dis-je. Je parle de la demande de tutelle. Je parle de l'argent que vous et papa lui avez pris.
Je sais tout, maman. J'ai les documents. Le silence sur la ligne fut absolu. Je pouvais le sentir s'étirer à travers l'océan. Un poids qui nous écrasait tous les deux. J'ai attendu. Elle te l'a dit ma mère finalement. Sa voix était petite, presque enfantine. Elle m'a laissé un dossier, dis-je, chez son avocat. Elle voulait que je sache la vérité. J'ai entendu la voix de mon père en arrière-plan, séchée en colère. Ma mère lui a dit quelque chose, sa voix étouffée. Puis elle est revenue sur la ligne. Que veux-tu, dit-elle. Rien, dis-je. Je ne veux rien de vous. Je n'ai jamais voulu. Mais j'ai besoin que vous entendiez quelque chose. Je ne serai pas celle que vous appellerez quand les choses iront mal. Je ne serai pas celle que vous attendez pour nettoyer vos dégâts. Je ne serai pas la fondation qui soutient la maison pendant que tout le monde y vit. J'ai raccroché. Je n'ai pas attendu qu'elle réponde. Je me suis assise dans la petite pièce, le dossier entre les mains, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la tristesse. C'était la paix. Les jours après l'appel furent étranges. Je m'attendais à une tempête, à une avalanche d'appels et de messages. Mais la tempête ne vint pas. Mes parents ne rappelèrent plus. Les proches qui m'avaient envoyé des SMS restèrent silencieux. C'était comme si j'avais quitté l'orbite de la gravité de ma famille, et qu'ils m'avaient simplement laissé partir. Je ne savais pas ce qui se passait à Santorin. Je ne savais pas si Gabriel avait été libéré, si le mariage avait eu lieu, si mes parents avaient trouvé l'argent ailleurs. Je me disais que je m'en fichais. Mais je m'en fichais. Je ne pouvais pas m'en empêcher. 35 ans à faire partie de quelque chose, même si c'était quelque chose qui m'avait blessé, laissé une trace. Je suis retourné travailler. J'avais des clients à voir, des propositions à rédiger, des réunions à assister. Mon entreprise de conseil avait grandi au fil des ans, non pas par chance ou par relation, mais par l'accumulation lente et constante de confiance. Les gens m'embauchaient parce que j'étais fiable, parce que je faisais ce que je disais que je ferais, parce que je réparais ce qui était cassé. J'avais bâti une réputation d'être la personne qui ne déçoit pas. Le 3e jour après l'appel, j'ai reçu un colis par la poste. C'était une grande enveloppe postée des Berkshire. L'adresse de l'expéditeur était le cabinet d'avocats Finch et Associés. Je l'ai ouverte délicatement. À l'intérieur se trouvait un acte, un document me transférant la propriété d'un bien. C'était la maison des Berkshire, la maison de ma grand-mère, celle avec le quai, le lac et la barque. Il y avait une note jointe, écrite de la main soignée et précise de Monsieur Finch. Votre grand-mère vous a laissé ceci dans une fiducie distincte, à livrer quand vous seriez prête. Elle espérait que vous l'utiliseriez comme un lieu de guérison ou comme un lieu pour construire quelque chose de nouveau. J'ai lu la note 2 fois. J'ai pensé à la maison, à la façon dont la lumière entrait par les fenêtres le matin, à l'odeur du lac, au bruit du vent dans les arbres. Je n'y étais pas allé depuis des années. Après la mort de ma grand-mère, mes parents avaient repris la propriété, l'utilisant comme maison de vacances pour eux et Gabriel. J'avais supposé que c'était perdu pour moi, comme tant d'autres choses. Mais ce n'était pas perdu. Cela avait attendu, comme le dossier, comme la vérité. J'ai appelé Monsieur Finch cet après-midi-là. Je l'ai interrogé sur la propriété, sur les taxes, sur les travaux à effectuer. Il m'a dit que mes parents l'avaient laissé tomber en décrépitude. Le toit avait besoin d'être réparé. Le quai pourrissait. Le jardin avait été envahi par les mauvaises herbes, mais la structure de la maison était bonne. Elle pouvait être sauvée. J'ai pris une décision. J'allais la réparer. J'allais prendre la maison qui avait été le sanctuaire de ma grand-mère, l'endroit où j'avais compris pour la première fois que j'étais différente. Et j'allais me l'approprier. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de construire quelque chose qui avait été brisé. Ce soir-là, je me suis assise à ma table de cuisine avec un cahier et un stylo. J'ai fait une liste de tout ce qui devait être fait, le toit, le quai, le jardin, l'intérieur, que mes parents avaient rempli de meubles qui n'étaient pas les leurs, de choses qui n'avaient aucun sens. J'allais tout dépouiller. J'ai décidé de le ramener à ce qu'il était avant qu'il ne le touche. Mon téléphone a vibré pendant que j'écrivais. C'était un SMS de ma cousine Laura. J'ai entendu parler de la maison.
Je suis désolé pour ce que j'ai dit avant. Je ne connaissais pas toute l'histoire. Je fixais le message. Je ne savais pas ce qu'était toute l'histoire. Je ne savais pas si mes parents avaient dit la vérité ou si la vérité avait fait son chemin par d'autres canaux. Je m'en fichais. J'ai tapé une réponse. Merci. Laura a répondu immédiatement. Tante Margaret me l'a dit. Elle a dit que ta grand-mère t'avait tout laissé. Elle a dit que tes parents mentaient depuis des années. J'ai posé le téléphone. Je ne voulais pas en entendre davantage. Je ne voulais pas savoir ce que ma tante avait dit ou ce que la famille disait maintenant. J'avais passé ma vie à être le sujet de leur conversation, la silencieuse qu'ils discutaient à voix basse. J'en avais assez. Je suis retourné à ma liste. J'ai écrit jusqu'à ce que la page soit pleine, puis j'en ai commencé une nouvelle. J'aurais besoin d'entrepreneurs pour le toit. Je pensais que j'aurais besoin d'aide pour le quai. Je pouvais m'occuper du jardin moi-même, comme ma grand-mère me l'avait appris, arrachant les mauvaises herbes et retournant la terre, redonnant vie aux choses. Quand j'ai eu fini, j'ai fermé le cahier et j'ai regardé autour de mon appartement. C'était petit, mais c'était le mien. Je l'avais construit pièce par pièce. Des meubles que j'avais trouvés lors de ventes immobilières aux photographies que j'avais accrochées au mur, c'était une vie qui ne dépendait de personne d'autre. Une vie que j'avais créée à partir de rien. Ma grand-mère l'avait vue. J'ai réalisé qu'elle avait vu la personne que je devenais, la personne qui pouvait construire des choses à partir de morceaux cassés. Elle avait su que j'aurais besoin de la maison, non pas pour sa valeur, mais pour ce qu'elle représentait, un endroit pour recommencer. Je suis allé me coucher tôt. J'ai mieux dormi que depuis des semaines. J'ai rêvé du lac, du quai, du bruit de l'eau clapotant contre le rivage. J'ai rêvé de ma grand-mère assise à côté de moi, sa main sur mon genou, me disant que j'étais celle qui briserait le schéma. Quand je me suis réveillé, le soleil entrait par la fenêtre. L'appartement était silencieux. Mon téléphone était éteint. Pour la première fois depuis des jours, je ne l'ai pas vérifié. Je me suis habillé, j'ai fait du café et je me suis assise à ma table de cuisine. J'ai ouvert le cahier et j'ai regardé ma liste. Le toit, le quai, le jardin, la maison, et les Berkshires m'attendaient pour que je les ramène à la vie. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé Monsieur Finch. Je suis prête, dis-je. Dites-moi ce que je dois faire. Les 2 semaines suivantes furent un tourbillon d'appels téléphoniques et de devis. J'ai parlé à 3 entrepreneurs pour le toit, 2 pour le quai, et un architecte paysagiste qui a écouté patiemment pendant que je décrivais le jardin que je voulais restaurer. Les chiffres étaient impressionnants. Le toit seul coûterait $18 000. Le quai, 7 000 de plus. Les travaux intérieurs, la plomberie, l'électricité, le plâtre qui s'était fissuré et effrité ajouteraient des dizaines de milliers de dollars supplémentaires. Je me suis assise à ma table de cuisine avec mon ordinateur portable ouvert, mes comptes bancaires affichés à l'écran. J'avais économisé assidûment au fil des ans. J'avais un fonds de retraite, un compte de courtage, et le fonds d'urgence que je n'avais jamais touché. L'argent était là, mais c'était de l'argent que j'avais prévu d'utiliser pour d'autres choses, pour l'avenir que je construisais pour moi-même. J'ai pensé aux $40 000 que mes parents avaient exigés. Ils voulaient que je leur donne, que je les jette dans le trou que Gabrielle avait creusé pour elle-même. Ils avaient supposé que je le ferais parce que je l'avais toujours fait. Ils avaient supposé que j'étais une ressource, pas une personne. J'ai transféré l'argent pour le toit. J'ai autorisé les réparations du quai. J'ai payé l'architecte paysagiste pour une consultation. Et puis j'ai appelé Monsieur Finch et je lui ai demandé de lancer le processus de transfert officiel de l'acte de propriété à mon nom. Pendant que je gérais la logistique de la maison, l'histoire de ce qui s'était passé à Santorin a commencé à filtrer. Ma cousine Laura m'a appelé un soir, sa voix hésitante. « Veux-tu savoir ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas, dis-je. »« Tes parents ont trouvé l'argent, » dit Laura. « Ils l'ont emprunté à oncle Marc. Il a hypothéqué sa maison pour l'obtenir. » J'ai fermé les yeux. Oncle Marc était le jeune frère de mon père, un homme qui avait passé sa vie à travailler un emploi stable et à élever ses enfants. Il n'était pas riche. Il n'avait jamais été riche. C'était le genre de personne qui donnait parce qu'il ne savait pas dire non. « Et Gabrielle ?» demandai-je. « Elle est sortie, dit Laura. Le mariage a eu lieu.
C'était petit. Seules quelques personnes y sont allées. Les parents de Marcus sont venus de Londres. Tes parents avaient l'air terribles sur les photos. Je n'ai pas demandé à voir les photos. Je ne voulais pas les voir. Je ne voulais pas voir le sourire contraint de ma mère, les yeux rouges de mon père. Gabriel en robe blanche, faisant semblant que rien ne s'était passé. J'avais passé trop d'années à les regarder faire semblant. Il y a autre chose, dit Laura. Tante Margaret raconte à tout le monde l'histoire des documents, de ce que ta grand-mère t'a laissé. Elle dit que tes parents ont essayé de tout prendre. Il ne s'agit pas d'argent, dis-je. Je sais, dit Laura. Mais les gens en parlent. Ils regardent tes parents différemment maintenant. Oncle Marc ne parle plus à ton père. Il a dit qu'il ne lui aurait pas donné l'argent s'il avait su la vérité. Je ne savais pas quoi en penser. Une partie de moi voulait être contente, ressentir la satisfaction que justice soit enfin rendue. Mais la plus grande partie de moi ne ressentait rien d'autre que de la lassitude. La vérité avait été enfouie si longtemps. Elle avait couvé et grandi, et maintenant elle éclatait, et je n'étais pas sûr que quiconque en serait guéri. Les semaines passèrent. Les couvreurs vinrent à la maison dans les Berkshires. Je m'y rendis un samedi pour les rencontrer. Ma voiture était chargée de sacs de terre et de jeunes plants que j'avais achetés dans une pépinière. La maison semblait pire que dans mes souvenirs. La peinture s'écaillait. Le porche s'affaissait. Le jardin était une jungle de mauvaises herbes et de branches mortes. Mais la structure était saine. Les fenêtres étaient intactes. Les fondations étaient bonnes. Je descendis jusqu'au quai. Il pourrissait, comme Monsieur Finch l'avait dit. Les planches étaient molles de pourriture, les garde-corps lâches. Je me tins au bout, regardant le lac. L'eau était grise et froide, les arbres nus. C'était novembre, et le monde se préparait à l'hiver. Mais sous la surface, je savais que les choses étaient encore vivantes. Les poissons étaient au fond de l'eau. Les racines des plantes tenaient dans la terre. Le quai serait reconstruit. La maison serait restaurée. Cela prendrait du temps, mais cela arriverait. J'ai passé la journée dans le jardin à arracher les mauvaises herbes, à couper les pousses mortes, à retourner la terre. C'était un travail difficile. Le genre de travail qui vous faisait mal au dos et vous donnait des ampoules aux mains, mais c'était un bon travail. C'était honnête. Quand je me suis levé à la fin de la journée, couverte de terre et de sueur, j'ai regardé le bout de terre que j'avais défriché et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La satisfaction. Je suis retourné à Boston dans l'obscurité. Mon téléphone a vibré 2 fois pendant le trajet. Je ne l'ai pas regardé. Quand je suis rentré, j'ai vu que les messages venaient de ma mère. Le premier était un SMS, nous devons parler. Le second était un message vocal. Je l'ai écouté. René, dit ma mère. Sa voix était différente. La dureté avait disparu. Il y avait autre chose en dessous. Quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Nous devons rentrer à la maison. Ton père a perdu son emploi. Nous ne savons pas ce que nous allons faire. S'il te plaît, nous avons besoin de ton aide. J'ai posé le téléphone. Je suis allé à la salle de bain et j'ai pris une longue douche, lavant la saleté de mes cheveux, de ma peau. Je suis resté sous l'eau chaude jusqu'à ce qu'elle devienne froide. Puis je me suis habillé et me suis assise dans l'obscurité, regardant la photographie de ma grand-mère sur la cheminée. Qu'est-ce que je fais, lui ai-je murmuré. Elle n'a pas répondu. Elle ne l'a jamais fait. Mais je savais ce qu'elle aurait dit. Elle aurait dit que je n'étais pas responsable d'eux. Elle aurait dit que j'avais passé ma vie à porter leur poids et qu'il était temps de le déposer. J'ai pris mon téléphone. J'ai tapé une réponse à ma mère, je suis désolé que vous traversiez cela, mais je ne peux pas vous aider. Je dois prendre soin de moi maintenant. Je l'ai envoyé avant de pouvoir changer d'avis. Puis j'ai éteint le téléphone et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans un étrange silence. La ville était calme. La pluie avait cessé. La lumière qui entrait par ma fenêtre était pâle et douce. Le genre de lumière qui précède la neige. Je suis resté allongé dans mon lit pendant longtemps, écoutant l'absence de son. Mon téléphone était toujours éteint. Je ne l'ai pas allumé. J'ai fait du café.
Je me suis assise à la table de la cuisine avec mon carnet. La liste des choses à faire pour la maison s'était allongée. Les couvreurs seraient terminés d'ici la fin de la semaine. Les réparations du quai commenceraient lundi. L'architecte paysagiste m'avait envoyé un plan pour le jardin, un dessin qui montrait où iraient les pivoines, où la lavande serait plantée, où le sentier serpenterait jusqu'à l'eau. J'ai regardé le plan pendant longtemps. C'était une carte de quelque chose de nouveau. Un jardin qui avait été négligé pendant des années, ramené à la vie. Une maison qui avait été vide, à nouveau remplie. J'ai pensé à la possibilité d'y vivre, de me réveiller au son du lac, de descendre au quai le matin, d'être entouré de choses que j'avais construites de mes propres mains. L'idée était terrifiante. C'était aussi exaltant. J'ai allumé mon téléphone. Il y avait des messages de ma mère, 3 d'entre eux. Je ne les ai pas ouverts. Il y avait un message de mon père. Une seule ligne, tu fais une erreur. Il y avait un message de ma cousine Laura, appelle-moi quand tu pourras. Je suis inquiète pour toi. J'ai appelé Laura. Elle a répondu dès la première sonnerie. Tu vas bien, demanda-t-elle. Je vais bien, dis-je. J'ai travaillé sur la maison. La maison des Berkshire? Oui. Il y eut une pause. J'ai entendu dire que tes parents étaient de retour, dit Laura. Ils sont rentrés hier. Ton père a perdu son emploi. La compagnie l'a laissé partir. Je m'attendais à la nouvelle, mais l'entendre me donna tout de même l'impression d'un poids qui s'installait dans ma poitrine. Mon père avait travaillé pour la même entreprise de construction pendant 25 ans. C'était le seul emploi qu'il avait jamais eu. Le perdre n'était pas seulement un coût financier. C'était une identité. C'était un homme qui avait bâti sa vie sur le fait d'être le pourvoyeur, celui qui avait le contrôle. Qu'est-ce qu'ils vont faire, demandai-je. Je ne sais pas, dit Laura. Il reste chez tante Patricia pour l'instant. Ta mère ne parle à personne. Ton père boit. J'ai fermé les yeux. Je pouvais l'imaginer. La petite chambre d'amis chez ma tante. La tension, le silence, le lent délitement d'une vie qui avait été maintenue par des mensonges. Je ne peux pas les aider, dis-je. Ce n'était pas une question. Je sais, dit Laura. Personne ne s'attend à ce que tu le fasses. Plus maintenant. Nous avons parlé encore quelques minutes. Laura me parla de ses enfants, de son travail, des détails ordinaires d'une vie qui n'était pas consumée par le drame. Ce fut un soulagement de parler de quelque chose de normal, quelque chose qui n'impliquait pas mes parents ou Gabriel ou l'épave qu'ils avaient laissée derrière eux. Après avoir raccroché, je suis allé sur mon ordinateur portable. J'ai ouvert le fichier de la maison, les devis, les plans, le calendrier. J'ai calculé les coûts de nouveau. Le toit était presque payé. Le quai serait terminé d'ici la fin du mois. Les travaux intérieurs, la plomberie et l'électricité prendraient plus de temps. J'aurais besoin de trouver plus d'entrepreneurs, d'obtenir plus de devis. Il faudrait des mois avant que la maison ne soit habitable. Mais c'était possible. C'était réel. J'ai appelé Monsieur Finch. Je veux aller de l'avant, dis-je, avec tout. Je vais commencer les démarches, dit-il. Il faudra quelques semaines pour que l'acte soit entièrement transféré. En attendant, vous devriez réfléchir à ce que vous voulez faire de la propriété. C'est une grande maison. Vous pourriez y vivre vous-même, ou vous pourriez la louer, ou vous pourriez la vendre. Je veux y vivre, dis-je. Les mots sont sortis avant que j'aie eu le temps d'y réfléchir. Mais dès que je les ai prononcés, j'ai su qu'ils étaient vrais. Monsieur Finch est resté silencieux un instant. Votre grand-mère serait très heureuse d'entendre ça, dit-il. Elle aimait cette maison. Elle a toujours dit que c'était le seul endroit où elle pouvait respirer. J'ai pensé à ma grand-mère assise sur le quai, les pieds dans l'eau. J'ai pensé à la façon dont elle m'avait regardé, à la façon dont elle m'avait tenu la main. Elle m'avait donné la maison non pas comme un héritage, mais comme un cadeau, un endroit pour respirer. Ce soir-là, je me suis assise et j'ai écrit une lettre à mes parents. Je ne savais pas si je l'enverrais. Je ne savais pas si je voulais qu'ils la lisent, mais j'avais besoin de l'écrire pour coucher les mots, pour les rendre réels. Chère maman et papa, j'ai écrit. Je n'écris pas ceci pour vous blâmer. Je n'écris pas ceci pour vous faire du mal. J'écris ceci parce que j'ai besoin que vous compreniez quelque chose.
Pendant 35 ans, j'ai été la fille qui n'était jamais assez. Je n'étais pas assez pour être incluse au mariage. Je n'étais pas assez pour qu'on me dise la vérité sur l'argent de grand-mère. Je n'étais pas assez pour être vue, entendue ou aimée comme une fille devrait l'être. Je me suis arrêté. Ma main tremblait. J'ai posé le stylo et j'ai pris une inspiration. Je sais maintenant que ce n'était pas à cause de moi, ai-je continué. C'était à cause de vous. C'était à cause des choix que vous avez faits, des mensonges que vous avez racontés, de la personne que vous vouliez que Gabriel soit. Je n'allais jamais être cette personne et j'en suis reconnaissante car la personne que je suis devenue est quelqu'un dont je suis fier. J'ai écrit pendant une autre heure. Je leur ai parlé de la maison, du jardin, de la vie que je construisais pour moi-même. Je leur ai dit que je n'étais plus en colère, mais que je n'allais pas non plus faire semblant que rien ne s'était passé. Je leur ai dit que je les laissais partir, non par rancune, mais par besoin d'être libre. Quand j'ai eu fini, j'ai plié la lettre et l'ai mise dans une enveloppe. J'ai écrit l'adresse de mes parents sur le devant. Je ne l'ai pas postée. Je l'ai mise dans le tiroir de ma table de chevet à côté de la photographie de ma grand-mère. Je l'enverrai quand je serai prête, ou pas. De toute façon, les mots étaient là. La vérité était là. Décembre est arrivé et avec lui la première neige. Je suis allé au Berkshire un samedi matin. Les routes glissantes de glace, les arbres lourds de blanc. La maison semblait différente sous la neige. La peinture écaillée était cachée. Le porche affaissé était adouci. Elle ressemblait à quelque chose d'un conte, un endroit où l'on pourrait aller pour échapper au monde. Les couvreurs avaient terminé. Les nouvelles bardeaux étaient sombres et propres, un contraste saisissant avec les anciens. Les réparations du quai étaient en cours. Je suis descendu au lac et j'ai vu les nouvelles planches posées, le bois frais brillant contre l'eau grise. Le jardin était enfoui sous la neige, mais en dessous, la terre se reposait, attendant le printemps. Je suis entré dans la maison. L'air était froid et immobile. Les pièces étaient vides, dépouillées des meubles que mes parents y avaient mis. J'avais demandé à Monsieur Finch de les faire enlever, de vider l'espace pour que je puisse repartir à zéro. Maintenant, les sols étaient nus, les murs vierges. C'était une toile. Je pouvais en faire tout ce que je voulais. J'ai traversé la pièce lentement. La cuisine avec son vieux four et son grand évier. Le salon où ma grand-mère m'avait lu près du feu. La salle à manger où nous avions pris des repas de fête. La table étendue sur toute sa longueur. Les chambres à l'étage, petites et simples, avec des fenêtres qui donnaient sur le lac. La chambre principale avait été celle de ma grand-mère. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte, regardant l'espace vide. Il y avait une banquette sous la fenêtre dans le coin, un endroit où elle s'était assise et avait regardé les saisons changer. Je m'y suis dirigé et me suis assise, regardant la cour enneigée. Je pouvais voir le contour du jardin, la forme du chemin qu'elle avait tracé. Je pouvais voir le quai, les nouvelles planches prenant déjà forme. J'y suis resté longtemps. La neige continuait de tomber, douce et silencieuse, couvrant le monde de blanc. J'ai pensé à ma grand-mère. J'ai pensé à la lettre qu'elle m'avait laissée, aux documents dans le dossier, à la vérité qu'elle avait eu peur de me dire de son vivant. Elle avait porté ce poids pendant des années, regardant sa fille et son gendre prendre ce qui ne leur appartenait pas, les regardant me traiter comme une idée secondaire. Elle avait fait ce qu'elle pouvait. Elle avait protégé ce qui restait. Et puis elle m'avait fait confiance pour finir ce qu'elle avait commencé. Mon téléphone a vibré. C'était un SMS de Laura. Tante Margaret organise une fête de Noël. Elle veut que tu viennes. Elle dit qu'il est temps que la famille prenne un nouveau départ. J'ai lu le message 2 fois. Une fête de Noël. Une chance de revoir mes cousins, mes tantes, les gens qui avaient fait partie de ma vie avant que tout ne s'effondre. Une chance de voir mes parents s'ils étaient là. Je ne savais pas si j'étais prête pour ça. J'ai tapé une réponse. Je vais y réfléchir. Laura a répondu immédiatement. Elle n'invite pas tes parents. Elle a dit qu'ils devaient se débrouiller seuls. J'ai posé le téléphone. J'ai regardé la neige. Le monde était silencieux, étouffé, paisible. J'ai pensé à la vie que je construisais, à la maison qui devenait la mienne, au jardin qui fleurirait au printemps. J'ai pensé à ma grand-mère et au schéma qu'elle avait voulu que je brise. Je me suis levé de la banquette sous la fenêtre.
J'ai traversé la maison vide une fois de plus, touchant les murs, les cadres de porte, les appuis de fenêtres. Je n'étais plus en colère. Je n'étais pas triste. J'étais autre chose. J'étais libre. J'ai verrouillé la porte derrière moi et je me suis dirigé vers ma voiture. La neige tombait toujours, le ciel bas et gris. Je suis rentré à Boston lentement, prudemment, observant le monde se transformer autour de moi. Au moment où je suis rentré, la ville était blanche, les rues calmes, la lumière douce à travers la neige qui tombait. Je suis entré et me suis assise à ma table de cuisine. J'ai ouvert mon carnet et j'ai regardé la liste des choses à faire pour la maison. Le toit était fait. Le quai était presque fait. Le jardin attendrait le printemps. L'intérieur prendrait des mois, mais cela se faisait. C'était réel. J'ai pensé à la lettre que j'avais écrite à mes parents. Elle était toujours dans ma table de chevet, non envoyée. Je ne savais pas si je l'enverrais. Je ne savais pas si j'en avais besoin. Les mots étaient pour moi, pas pour eux. C'était un témoignage de ce que j'avais survécu, de la personne que j'étais devenue. J'ai pris mon téléphone. J'ai regardé le message de Laura. Noël en famille, une chance de recommencer. J'ai tapé une réponse. Je viendrai. La fête de Noël a eu lieu chez tante Margaret à Wellesley. C'était une petite affaire, juste les gens qui avaient toujours été là, ceux qui avaient vu la vérité et gardé le silence, et ceux qui l'avaient vu et avaient parlé. Je suis allé un dimanche après-midi. Les routes étaient dégagées, le ciel d'un bleu hivernal pâle. La neige avait fondu en ville, mais dans les banlieues, elle était encore en épaisse congère, empilée contre les clôtures et les murs. La maison de tante Margaret était coloniale, vieille et solide, avec une couronne sur la porte et des lumières aux fenêtres. Je me suis garé dans la rue et je suis resté dans ma voiture un instant, me ressaisissant. Je n'avais pas vu la plupart de ces gens depuis avant le mariage. Je ne leur avais pas parlé depuis les messages qu'ils m'avaient envoyés, ceux qui avaient exigé que j'aide ma sœur. Je ne savais pas comment ils me regarderaient maintenant. Je me suis dirigé vers la porte. Laura l'a ouverte avant que je ne puisse frapper. Elle m'a tiré dans une étreinte serrée et chaleureuse. « Tu es venu, dit-elle. J'ai dit que je le ferais. Elle m'a fait entrer. La maison était pleine de monde, les visages familiers de mon enfance. Tante Margaret était dans la cuisine, ses manches retroussées, ses mains couvertes de farine. Elle a levé les yeux quand je suis entré, et pendant un instant, son visage est resté immobile. Puis elle a souri. « René, dit-elle, je suis contente que tu sois venu. » Je l'ai serré dans mes bras. Elle sentait la cannelle et la vanille, comme les fêtes que je me souvenais d'avant que tout ne change. « Il y a quelque chose que je dois te dire, dit-elle en reculant. Ta mère m'a appelé hier. Elle voulait venir aujourd'hui. Je lui ai dit non. Je ne savais pas quoi dire. Elle ne va pas bien, continua tante Margaret. Ton père est pire. Mais ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton fardeau. Nous l'avons tous porté trop longtemps. Elle posa sa main sur mon bras. Ta grand-mère serait fière de toi, René. Elle a toujours été fière de toi. Elle ne savait juste pas comment le dire. Pas avec eux dans la pièce. L'après-midi passa lentement. J'ai parlé à des cousins que je n'avais pas vus depuis des années. J'ai mangé la nourriture que tante Margaret avait préparée, des plats qui me rappelaient mon enfance. Je me suis assise près du feu et j'ai regardé les enfants ouvrir leurs cadeaux, leur rire remplissant la pièce. C'était ordinaire. C'était confortable. C'était le genre de réunion de famille que j'avais toujours voulu, le genre dont je n'avais jamais fait partie. En fin d'après-midi, Laura m'a accompagné jusqu'à ma voiture. Le soleil se couchait, le ciel était d'un orange pâle, les ombres longues sur la neige. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant » demanda-t-elle. « Je vais réparer la maison, dis-je. Je vais y vivre. Je vais construire quelque chose. » Elle hocha la tête. « Bien. » Je suis rentré à Boston au crépuscule. La ville était calme, les rues vides. J'ai pensé à la maison dans les Berkshires qui m'attendait. J'ai pensé au jardin que je planterais au printemps, aux pivoines qui fleuriraient en été. J'ai pensé à ma grand-mère et au schéma que j'avais brisé. Quand je suis rentré, je suis allé à ma table de chevet et j'ai sorti la lettre que j'avais écrite à mes parents. Je l'ai relue. Les mots étaient toujours vrais.
Il serait toujours vrai, mais je n'avais pas besoin de l'envoyer. Je n'avais pas besoin qu'il la lise. La lettre était pour moi. C'était un témoignage de ce que j'avais survécu, de la personne que j'étais devenue. Je l'ai remise dans le tiroir. Je l'ai fermée et je ne l'ai plus ouvert. Le printemps est arrivé tôt cette année-là. La neige a fondu en mars et le sol s'est ramolli et les premières pousses vertes ont percé la terre. Je suis allé au Berkshire tous les week-ends, regardant le jardin se réveiller, regardant la maison prendre forme. Les travaux intérieurs étaient presque terminés. Les murs avaient été réparés et peints. Les sols avaient été poncés et scellés. La cuisine avait été modernisée. L'ancienne cuisinière remplacée par quelque chose de nouveau. Mais les fondations étaient les mêmes. Le grand évier, les larges fenêtres, la lumière qui entrait le matin. J'ai emménagé un samedi d'avril. Ma voiture était chargée de cartons, des choses que j'avais collectionnées au fil des ans, des livres et des photographies, et de petits meubles qui m'appartenaient. Laura est venue m'aider. Elle a amené ses enfants qui ont couru dans les pièces vides, leur voix résonnant sur les murs. Nous avons déballé la cuisine en premier, puis la chambre. À la fin de la journée, la maison commençait à ressembler à un foyer. Ce soir-là, je suis descendu au quai. Les nouvelles planches étaient solides sous mes pieds. Le lac était calme, l'eau sombre et immobile. Les arbres commençaient à bourgeonner, le premier vert du printemps. Je me suis assise au bout du quai, les pieds pendant au-dessus de l'eau, et j'ai pensé au chemin qui m'avait amené ici. J'ai pensé à ma grand-mère assise au même endroit, regardant la même eau. J'ai pensé à la lettre qu'elle m'avait laissée, aux documents dans le dossier, à la vérité qu'elle avait protégée si longtemps. Elle m'avait donné la maison non pas comme un héritage, mais comme un cadeau, un endroit pour recommencer. Mon téléphone a vibré. C'était un SMS de ma mère. Je n'avais pas eu de nouvelles d'elle depuis des mois. Je ne l'avais pas contactée. Je ne savais pas ce que je dirais si je le faisais. J'ai ouvert le message. Ton père est à l'hôpital. C'est ce qu'il disait. Il a eu une crise cardiaque. Il te demande. J'ai fixé l'écran. Les mots n'avaient pas de sens au début. Mon père à l'hôpital. Mon père qui me demandait. Je ne lui avais pas parlé depuis la nuit où j'avais raccroché. La nuit où j'avais dit à ma mère que je savais la vérité. Je ne l'avais pas vu depuis plus de 6 mois. J'ai pensé à l'homme qui m'avait élevé. L'homme qui s'était assis en bout de table, qui avait tout contrôlé, qui avait cru que sa manière était la seule. Ce n'était pas un monstre. C'était un homme qui avait fait des choix terribles, qui avait blessé des gens, qui n'avait jamais appris à voir la vérité. Mais c'était toujours mon père. J'ai appelé ma mère. Elle a répondu dès la première sonnerie. Il est stable, dit-elle. Sa voix était ténue, fatiguée. Il avait un blocage. Ils ont posé un stent. Il va s'en sortir. Où est-il, demandai-je. Boston. Massachusetts General. J'ai fermé les yeux. Boston. À 1 heure de route. Je pouvais y être le matin. Est-ce qu'il veut me voir, demandai-je. Il y eut une pause. Il ne dit plus grand-chose, dit ma mère. Mais il t'a demandé. Il a dit ton nom. Il n'a pas dit ton nom depuis longtemps. Je me suis assise sur le quai, regardant l'eau. Le soleil se couchait, le ciel virait au rose et à l'orange, les premières étoiles apparaissaient au-dessus. J'ai pensé à mon père, allongé dans un lit d'hôpital, son corps défaillant, son esprit peut-être plus clair qu'il ne l'avait été depuis des années. J'ai pensé au choix qu'il avait fait, aux mensonges qu'il avait racontés, à la fille qu'il avait ignorée. J'ai pensé à la fille qu'il avait demandé. Je viendrai, dis-je. Je suis allé à Boston le lendemain matin. La ville était animée, les rues bondées, l'hôpital un labyrinthe de couloirs et d'ascenseurs. J'ai trouvé la chambre de mon père au 4e étage. La porte était ouverte. Je me suis tenu dans le couloir, regardant à l'intérieur. Il dormait. Il semblait plus petit que dans mes souvenirs. Sa peau était pâle, ses cheveux fins, ses mains posées sur les draps blancs. Ma mère était assise sur une chaise à côté de lui, la tête baissée, les mains jointes sur ses genoux. Elle a levé les yeux quand je suis entré. René, dit-elle. Sa voix était douce. Elle semblait vieille.
Je me suis assise sur l'autre chaise. Nous n'avons pas parlé. La pièce était silencieuse, les machines bipant doucement, la lumière de la fenêtre projetant de longues ombres sur le sol. Après un moment, mon père a remué, ses yeux se sont ouverts. Il a regardé le plafond un instant, puis a tourné la tête. Il m'a vu. « René » dit-il. Sa voix était faible, à peine un murmure. « Je suis là » dis-je. Il ferma les yeux. Pendant un long moment, il ne parla pas. J'ai cru qu'il s'était rendormi. Mais ensuite, il a ouvert les yeux et m'a regardé, et j'ai vu quelque chose en eux que je n'avais jamais vu auparavant. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la fierté. C'était autre chose. C'était du regret. « Je suis désolé » dit-il. Les mots restèrent en suspens. J'avais attendu toute ma vie de les entendre. Je les avais imaginés 1000 fois de 1000 manières différentes. J'avais pensé que lorsqu'il viendrait, je ressentirais quelque chose. Du soulagement, de la satisfaction, de la clôture. Mais je ne ressentis aucune de ces choses. Je ressentis seulement le poids des années, le temps qui ne pouvait être rattrapé. « Je sais » dis-je. Il ferma de nouveau les yeux, sa respiration se régularisa. Il dormait. Je suis resté avec ma mère un moment. Nous n'avons pas parlé. Il n'y avait rien à dire. Le passé était fini. L'avenir était vierge. Nous étions 3 personnes qui avaient été brisées par les mêmes choses, qui avaient survécu de différentes manières. Quand je suis parti, j'ai traversé les couloirs de l'hôpital, devant les postes de soins infirmiers, devant les salles d'attente, devant les familles qui attendaient des nouvelles, bonnes ou mauvaises. Je suis sorti dans l'après-midi printanier, le soleil chaud sur mon visage, la ville bruyante et vivante autour de moi. Je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé vers l'ouest, vers les collines, vers le lac, vers la maison qui m'attendait. J'ai roulé en silence. Je n'ai pas allumé la radio. Je n'ai appelé personne. J'ai laissé la route me porter. Les kilomètres défilant, la ville s'éloignant derrière moi. Au moment où j'ai atteint les Berkshires, le soleil se couchait. La lumière était dorée, les arbres projetaient de longues ombres sur la route. J'ai tourné sur le chemin de gravier qui menait à la maison, et je l'ai vu là, m'attendant. Le nouveau toit, la peinture fraîche, le jardin commençant à fleurir. J'ai garé la voiture et je suis descendu au quai. L'eau était calme, le ciel d'un bleu profond, les premières étoiles apparaissant au-dessus. Je me suis assise au bout du quai, les pieds pendant au-dessus de l'eau, et j'ai pensé au chemin qui m'avait amené ici. Les années à être négligées, le moment où j'avais enfin dit non, la vérité que j'avais découverte, la maison que j'avais reconstruite, la vie que j'avais construite pour moi-même. J'ai pensé à mon père allongé dans un lit d'hôpital, demandant pardon. J'ai pensé à ma mère assise à côté de lui, attendant. J'ai pensé à ma sœur, loin, vivant une vie que je ne connaîtrais jamais. J'ai pensé à ma grand-mère et au schéma qu'elle avait voulu que je brise. Je l'avais brisé. J'étais sorti de l'orbite de la gravité de ma famille. J'avais construit quelque chose de nouveau. Ce n'était pas parfait. Ce n'était pas facile, mais c'était à moi. J'ai regardé le lac. L'eau était sombre et calme, le reflet des étoiles chatoyant à sa surface. La maison était derrière moi, les lumières allumées dans la cuisine, les fenêtres ouvertes à l'air printanier. Le jardin attendait le matin, les pivoines commençaient à peine à fleurir, la lavande commençait à peine à embaumer l'air. Je suis resté sur le quai jusqu'à ce que les étoiles soient pleinement sorties, jusqu'à ce que la lune se lève sur les collines, jusqu'à ce que le monde soit calme et immobile. Puis je me suis levé et je suis retourné à la maison. J'ai verrouillé la porte derrière moi. Je suis monté à ma chambre, la chambre qui avait été celle de ma grand-mère, la banquette sous la fenêtre où elle avait regardé les saisons changer. Je m'y suis assise un instant, regardant le lac, le jardin, la vie que j'avais construite. J'ai pensé aux gens qui m'avaient façonné, ceux qui m'avaient blessé, ceux qui m'avaient aimé, ceux qui avaient cru en moi quand je ne croyais pas en moi-même. J'ai pensé aux choix que j'avais faits, aux risques que j'avais pris, aux choses que j'avais construites à partir de rien. Je n'étais plus la fondation. Je n'étais plus celle qu'ils appelaient quand les choses allaient mal. Je n'étais plus la fille négligée, la silencieuse, celle qui n'avait pas besoin d'autant. J'étais autre chose. J'étais celle qui avait brisé le schéma. J'étais celle qui avait construit quelque chose de nouveau.
J'étais celle qui était enfin complètement libre. Je suis allé me coucher. J'ai dormi toute la nuit, la première nuit dans ma propre maison, dans ma propre chambre, à l'endroit qui était le mien. Et quand je me suis réveillé le matin, le soleil entrait par la fenêtre, la lumière chaude sur mon visage. Le jardin attendait, le lac attendait, la journée attendait. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez prendre un moment pour aimer et vous abonner. Faites-moi savoir dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est.